370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Formation 370, flight to Beijing. Il est minuit 26 en ce samedi 8 mars 2014 à l'aéroport de Kuala Lumpur. Takeoff, Malaysia 370, good morning. 21, requesting push and start. Check picture Lumpur, morning, push back and start approved. Pour les contrôleurs aériens, une autre nuit chaude et humide commence. Runway 3 to right, entering via Sierra 4. Approaching 3, 2, right. Sur le tarmac, le vol 370 de Malaysia Airlines se prépare à décoller. Le capitaine Zahari Ahmad Shah se trouve aux commandes de l'appareil. Il pilote depuis 30 ans, possède plus de 18 000 heures de vol à son actif et affiche un dossier impeccable. Zahari était un pilote invisible. Ceci dit, tous les pilotes veulent être invisibles, ce qui signifie que les patrons n'entendent jamais parler d'eux, qu'ils accomplissent leur travail de façon irréprochable et réussissent parfaitement tous leurs examens. Dans le cockpit, à droite du capitaine Zahari, siège le copilote de 27 ans, Farik Abdulhamid. Chargé de transmettre les messages radio, il effectue son premier vol sans la supervision d'un copilote d'expérience. Line up 32, Flight Alpha 10, MES 370. Jusqu'ici, tout me semble normal. Les communications radio semblent tout ce qu'il y a de plus relax. Bien sûr, il y a un protocole à respecter, mais ça peut être plus détendu quand tout se déroule normalement. Deux heures plus tôt, alors qu'on préparait l'avion pour le vol, 227 passagers provenant de 14 pays se présentaient au contrôle de sécurité de l'aéroport de Kuala Lumpur pour monter à bord. Les 2 tiers d'entre eux étaient de nationalité chinoise et ils s'envolaient tous vers Hong Kong. À minuit 41, le vol 370 est prêt à décoller. Les conditions de vol sont presque parfaites. Vent calme et ciel nuageux pour les 6 prochaines heures de vol. Les 4500 km de vol devraient normalement conduire le vol 370 au-dessus du Vietnam pour ensuite gagner la côte chinoise un peu à l'ouest de Hong Kong et se poser à Beijing. Il s'agit d'un voyage de routine pour le Boeing 777 qui a passé son examen d'entretien seulement 12 jours plus tôt. Comment décririez-vous le dossier de sécurité du 777? Son dossier est exemplaire pour un avion de passagers moderne. Avec le 777, on ne peut pas se perdre, même si on essaye. Il est de cette qualité, c'est un excellent appareil. Malaysian 370, climb flight level 350. À 1h19, le vol 370 se stabilise à 35 000 pieds, ce qui est l'altitude optimale pour ce type d'aéronef. Il s'approche maintenant de l'espace aérien vietnamien et se prépare à quitter le ciel malais. Les contrôleurs demandent au pilote de faire le transfert de routine à la tour de contrôle de Ho Chi Minh. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Quelques secondes plus tard, une voix d'homme répond du cockpit. C'est le dernier message transmis par le vol 370. L'ultime au revoir en provenance de l'avion fantôme de minuit. Quelques minutes plus tard, sans prévenir qui que ce soit au sol, l'avion se déroute de son plan de vol. La seule raison pour dérouter ainsi de son plan de vol, c'est pour échapper à une zone de turbulence météorologique ou sur demande de la tour de contrôle face à certains problèmes. Aucun des deux. Aucun de ces 2 facteurs n'était en cause. 5 heures plus tard, à 6h30,
l'appareil de Malaysia Airlines, prévu pour se poser à Beijing, n'apparaît plus sur les radars. Il n'y a pas de précédent du genre. Comment un avion de passagers peut-il simplement disparaître comme ça? À 7h24 du matin, Malaysia Airlines fait une déclaration publique sur Facebook où elle reconnaît que le vol 370 a perdu contact avec la tour de contrôle de Subang à 2h40 cette nuit-là. Le monde entier ignore que le vol 370 continue de parcourir le ciel. Oui. Oui, il est en train d'épuiser son carburant. Ses réservoirs contenaient 6 tonnes de carburant. Oui, l'appareil était en vol. Alors que nous allumons nos téléviseurs, l'avion vole toujours. Et moi, je reçois l'annonce de sa disparition sur mon téléphone. Ça donne la chair de poule. Sans nouvelles de leurs aimés, des proches inquiets se ruent à l'aéroport de Kuala Lumpur. Une nation entière se met à prier pour qu'un avion revienne intact et ses passagers sains et saufs. Au courant des jours suivants, les officiels du gouvernement subissent une pression énorme en n'ayant que très peu d'informations à communiquer. Près de 300 agences de presse se retrouvent à Kuala Lumpur cherchant désespérément des réponses à leurs questions. Après quelques jours d'acrobatie et de refus de divulguer quoi que ce soit, un certain cynisme gagnait la population. Les conférences de presse du gouvernement sont rapidement envahies par une meute de journalistes en colère. Bientôt, les portes se ferment aux médias, ce qui alimente les rumeurs de conspiration et de camouflage. Vous dites qu'il s'agit d'une conspiration? Une conspiration visant à protéger les gens qui n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. Et qui n'a pas fait son travail? Ceux qui étaient en devoir ce soir-là, je crois. L'armée de l'air, Malaysia Airlines, l'aéroport de Kuala Lumpur. Il y a pas mal d'agences impliquées. Comment le vol 370 a-t-il pu disparaître sans laisser de traces, avec tant de radars et de regards braqués sur lui cette nuit-là? Comment qualifier ce mystère? Grand, immense. Ça ne se produit pas. Ce genre d'événement n'arrive jamais. La mystérieuse disparition du vol 370 commence à 1h19. 90 secondes après ce message de bonne nuit. Ces 90 secondes sont cruciales. En cette minute et demie se trouve l'explication de la disparition du vol 370. Tout s'est joué dans ces 90 secondes. À 1h21, le transpondeur flanche ou est désactivé. Situé sur la console centrale du cockpit, le transpondeur est la balise radio qui sert à identifier l'aéronef sur les radars des tours de contrôle civils pour réguler le trafic aérien. Cette radiosignalisation fournit des informations au sol, comme l'altitude de l'avion, sa vitesse, le numéro du vol et sa destination. Les 12 pilotes de 777 consultés
affirment tous que, sauf pour une raison de mauvais fonctionnement, le transpondeur ne devrait jamais être éteint durant un vol. Il n'y a aucune raison opérationnelle qui justifierait de désactiver le transpondeur. Il n'y a pas de raison de le faire. Ça pourrait se produire accidentellement? Non. J'ignore qui a fermé le transpondeur. Mais toute cette affaire diabolique a commencé avec la désactivation de cet appareil. Au même moment, il semble que quelqu'un à l'intérieur du cockpit ait commencé à interférer avec le système de divertissement de l'avion. Et un autre système de communication clé cesse soudainement de transmettre. Le système embarqué de communication, d'adressage et de compte-rendu ACAR. Il fournit des données sur les différentes pressions et températures à l'intérieur du moteur, les niveaux d'huile, les vitesses de rotation. Le système ACAR enregistre et transmet l'état de santé de l'aéronef en vol et il est conçu pour ne jamais s'éteindre durant le vol. Si quelqu'un avait voulu l'interrompre, il lui aurait fallu faire quelques recherches pour savoir comment y parvenir. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Exactement. Tous ces facteurs indiquent une interférence humaine. La question demeure. Est-ce que quelqu'un dans le cockpit a délibérément coupé le transpondeur et le système ACAR, ou ont-ils tous deux été désactivés à cause d'un mauvais fonctionnement ou d'un incendie à bord? Croyez-vous qu'il s'agisse d'une intervention humaine ou pensez-vous que ces systèmes de communication ont simplement été coupés par un feu? Ça pourrait être le cas. Où cet incendie devrait-il se produire pour les couper? Dans le compartiment électronique situé juste sous le siège du pilote. S'il y avait un feu ou une explosion à bord, est-ce que l'avion aurait pu continuer à voler? Ça me semble très peu probable, à mon avis. Il n'y a aucun problème mécanique qui permettrait à un avion de voler tout en coupant les communications. Et dans ce cas, on parle de voler pendant encore 7 heures. À partir de ce moment, qu'est-ce que ça signifie d'avoir perdu le transpondeur et le système ACAR? Vous coupez graduellement les communications entre le sol et l'aéronef. Rares sont les personnes à bord du vol 370 qui ont la compétence et l'expertise nécessaires pour prendre le contrôle de l'avion et couper ses systèmes de communication. Dès le début, une personne attire l'attention, le capitaine. Le capitaine Zahari en avait certainement l'occasion et la capacité. Par occasion, je veux dire qu'il avait le contrôle sur le moment et le déroulement des événements. Est-il le personnage le plus puissant dans cet avion? Oui, le plus puissant de cet aéronef, sans aucun doute. Le capitaine Zahari pourrait-il être un kamikaze, un pilote en mission suicide décidé à entraîner 238 innocents vers la mort? Voici les dernières images du capitaine Zahari Ahmad Shah. Alors qu'il franchit la barrière de sécurité en compagnie du copilote Farik Hamid à l'aéroport international de Kuala Lumpur quelques minutes avant de décoller aux commandes du vol 370. Qui est donc le capitaine Zahari? Hi everyone, this is a YouTube video that I made as a community service. Dans cette vidéo maison téléversée sur Facebook en janvier 2013, Zahari explique comment économiser l'électricité. This video is to be used to optimize your heat pump or your compressor. Très intelligent et véritable technophile, le capitaine Zahari était aussi un maniaque de l'aviation. Il joint Malaysia Airlines comme cadet en 1981. Selon l'ancien pilote en chef Nick Uzlan, Zahari avait un dossier impeccable. Quelle réputation avait-il comme pilote? Il était très méthodique, très bien coté et très généreux. Si l'on en croit la presse à scandale qui cite des sources anonymes,
Le capitaine Zahari était un homme accablé par des problèmes personnels et un mariage à la dérive. Un capitaine qui n'était pas en état de piloter cette nuit-là. La famille du capitaine Zahari brise enfin le silence. Pour la première fois, elle tient une conférence de presse publique ce soir-là à Penang. Le beau-frère de Zahari, Ashwat Khan, parle à la caméra au nom de sa sœur Faiza, qui était l'épouse de Zahari. Étiez-vous très liés? Nous étions de bons amis et de très proches beaux-frères. Le capitaine Zahari venait-il souvent à Penang? Une fois par année. Pourquoi nous parlez-vous aujourd'hui? Parce que je vois plein de gens déclarer toutes sortes de faussetés à son propos. On a rapporté que dans les 24 heures précédant le vol, sa femme l'aurait quitté en emmenant les enfants avec elle dans une autre demeure. Selon son beau-frère, ces rumeurs sont totalement fausses. Je ne le crois pas, parce qu'elle est encore à la maison. Normalement, quand son mari partait, son épouse allait habiter avec le plus jeune de ses fils. Sinon, elle se retrouverait toute seule dans une grande maison vide. Ils faisaient cela depuis qu'ils avaient acheté la maison. C'était la routine établie. Oui, on peut dire ça. J'ai une question délicate à vous demander. Allez-y. À propos de sa vie personnelle, parce que des rumeurs circulaient. D'accord. On rapportait que le capitaine Zahari avait aussi une petite amie. Ça, je n'en sais rien. Même si je le savais, je dirais, pourquoi pas? Nous pouvons, tant que nous prenons bien soin de notre femme. Même si vous le demandiez à ma sœur, elle dirait qu'elle s'en moque et qu'il peut bien en marier une autre. Nous pouvons avoir 4 femmes, nous sommes musulmans. Véritable maniaque de l'aviation, Zahari s'était construit un simulateur dans sa maison et passait des heures à pratiquer des atterrissages d'urgence, invitant même des amis à essayer. Tout ce temps passé sur ce simulateur, c'est un secret? Son simulateur de vol n'était sûrement pas un secret. Il en était fier et depuis qu'il l'avait installé, il y a plus d'1 an, il exhibait fièrement sur Facebook. Il n'y a rien d'inquiétant à propos de ça. Beaucoup de pilotes ont des simulateurs de vol à la maison. Mais dans le cas de Zahari, ce fait est devenu la cause de beaucoup de surenchères médiatiques, soutenant même qu'il aurait effacé les données du simulateur avant de piloter le vol 370. Ashwat Khan affirme toutefois que sa sœur et épouse de Zahari lui aurait dit que le simulateur s'était brisé en 2013. Ce simulateur était déjà démantelé. Il ne fonctionnait plus après une défaillance majeure. Il a donc dû reformater le disque dur. En termes clairs, l'épouse du capitaine Zahari vous a dit qu'il ne travaillait pas sur ce simulateur cette année, sauf pour tenter de le réparer. Oui. Il ne s'est pas entraîné à faire des manœuvres d'urgence. Cette année? Non, puisque le simulateur ne fonctionnait pas. Le capitaine Zahari est un fervent supporter ainsi qu'un parent éloigné du chef de l'opposition Anwar Ibrahim. Dans ce qui est considéré par plusieurs comme un des pires procès politiques, le 7 mars, Ibrahim est condamné à 5 ans de prison pour le crime de sodomie. La rumeur veut que Zahari se trouvait au tribunal quand le verdict fut prononcé quelques heures avant de prendre les commandes du vol 370 et qu'il aurait crashé l'avion en guise de protestation par fanatisme politique. Mais son beau-frère Ashwat Khan assure qu'il n'était pas à la cour. Est-ce que le capitaine Zahari était au procès d'Anwar Ibrahim? Non. J'ai demandé à ma sœur et elle affirme que c'est même elle qui lui a appris ce qui s'était passé ce jour-là. Alors l'idée que le capitaine Zahari a été si affecté par cette cause qu'il ait décidé d'entraîner l'avion dans une mission suicide vous semble ridicule. Et qu'il ait décidé cela en 4 ou 5 heures, c'est absolument ridicule.
un suspect sans motif apparent. À ce jour, il n'y a aucune preuve de la responsabilité de Zahari. Mais il est possible de prouver comment on a permis au vol 370 de disparaître ce matin-là, en commençant par un contrôle aérien déficient à 1h20. Un instant, le vol 370 scintille régulièrement sur les écrans radars civils, et l'instant d'après, le transpondeur est désactivé et il disparaît. Quand on ne peut plus voir la cible ou que la signature radar de l'avion disparaît, on se met aussitôt sur le qui-vive. Ça ne s'est pas produit. À l'instant précis où le transpondeur et le système ACAR cessent de fonctionner, le vol 370 se trouve dans une zone technique grise, un moment vulnérable de transfert de contrôle entre les espaces aériens malais et vietnamiens. Si je voulais prendre le contrôle de l'avion pour le faire disparaître, je le ferais exactement à ce moment-là. Le vol 370 a-t-il manœuvré pour déjouer le contrôle aérien? Oui. Alors qu'il approche de l'espace aérien du Vietnam, on lui demande de se brancher sur le contrôle du trafic aérien de Ho Chi Minh Ville. Il s'agit d'une procédure standard pour tout avion suivant un trajet de vol commercial. Tout pilote digne de ce nom, où qu'il soit dans le monde, change de fréquence radio. Dans le cas du 777, la nouvelle fréquence est probablement déjà en mémoire. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Au Vietnam, le personnel en poste attend le signal du vol 370 qui a 5 minutes pour se rapporter. Tout ça se passe d'un seul coup. Vol 370, bonne nuit, rapportez-vous à Ho Chi Minh, clic. Ho Chi Minh, bonjour du vol 370. C'est tout ce que ça prend. Et ce n'est pas arrivé. Non, ça n'a pas eu lieu. Le contrôle aérien d'Ho Chi Minh Ville attend une réponse du vol 370. Et l'attente se prolonge. Est-ce qu'il arrive souvent qu'un avion ne réponde pas? Jamais, à moins qu'il y ait une défectuosité dans le système de communication de l'avion. Si l'avion ne se rapporte pas au contrôle aérien du Vietnam, il devrait alerter tout de suite Kuala Lumpur. Le temps passe. Près de 20 minutes s'écoulent et à 1h38, le contrôle aérien d'Ho Chi Minh Ville communique enfin avec celui de Kuala Lumpur pour rapporter qu'ils n'ont pu établir le contact avec le vol 370. 20 minutes? Oui, c'est trop long, beaucoup trop long. On penserait que ça se serait produit dans les 3 ou 4 premières minutes. À ce délai exagéré s'ajoutent de fausses informations émanant du centre des opérations de Malaysia Airlines. Vers 2 heures, la compagnie aérienne commet la première de ces graves erreurs de communication. Selon le déroulement des événements émis par le gouvernement malais, un employé de la compagnie aérienne aurait dit au contrôle aérien situé tout près que l'avion était rendu dans l'espace aérien du Cambodge. À 2h15, même message, le vol 370 circule au-dessus du Cambodge et une troisième fois à 2h35, et cette fois, le centre des opérations de Malaysia Airlines précise même ses coordonnées. N'est-ce pas inquiétant qu'à 2 heures, les autorités sachent que le vol 370 se trouve dans une zone où il ne devrait pas être? Absolument. Et c'est très surprenant que le contrôle aérien ne puisse voir l'avion et que Malaysia Airlines soit capable de donner sa position précise. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Malaysia Airlines n'a pas seulement transmis de mauvaises coordonnées,
mais qu'elle l'ait fait avant même d'avoir tenté de contacter le vol 370. Son centre d'opération a fait sa première tentative de communication à 2h39, soit 4 minutes après avoir divulgué ses coordonnées. En dépit de la gravité de la situation, la compagnie aérienne n'a essayé qu'une seule fois de contacter l'avion par téléphone satellite dans les heures cruciales précédant son heure normale d'arrivée. Selon le gouvernement, les contrôles aériens de Kuala Lumpur et d'Ho Chi Minh ont poursuivi leur travail à partir des données fournies par Malaysia Airlines qui situait l'avion perdu au-dessus du Cambodge, jusqu'à 3h30 où un démenti est enfin émis. Malaysia Airlines Operations Center informed Kuala Lumpur Air Traffic Control Center that the flight tracker information was based on flight projection and not reliable for aircraft positioning. Incroyablement, 2 autres heures passent avant que Kuala Lumpur ne lance une opération de recherche et de sauvetage. Donc ils ont attendu jusqu'à 5h30. Ça semble très long. D'autres gens auraient dû être informés et auraient alors mis sur pied un centre de coordination de recherche et de sauvetage beaucoup plus rapidement. La grande confusion et l'inaction qui règne au sol permet à celui ou ceux qui ont pris contrôle de l'avion dans le ciel de gagner un temps précieux. Vers 1h30, l'avion invisible change de cap en virant sur la gauche. Les passagers ne s'en seraient pas rendus compte? Pas nécessairement. C'est la nuit et la plupart d'entre eux sont probablement endormis. Personne ne sait qui pilote l'avion. Alors qu'il survole la péninsule malaise, transpondeur inactivé, tel un objet volant non identifié et invisible au radar civil, il peut encore être vu sur les radars militaires. Il est effectivement décelé, puis sciemment ignoré par les officiers du radar militaire. S'il n'y a pas beaucoup d'appareils en vol et que soudainement quelque chose se pointe sur votre écran sans code de transpondeur, il me semble que c'est immédiatement une indication que quelque chose cloche et que ça vaut la peine de passer 1 ou 2 appels pour savoir de quoi il retourne. Mais il semble bien que rien de tout cela ne se soit produit. Voici le trajet apparemment suivi par le vol 370. Selon son altitude et sa vitesse probable, le vol 370 n'a pris que 15 minutes pour traverser la péninsule. Pendant ce temps, il a traversé au moins 2 zones de radar militaire malais. Le dernier situé à Butterworth, sur l'île de Penang. Comment les militaires auraient-ils dû réagir cette nuit-là? L'armée de l'air aurait dû être alertée et ensuite survoler le secteur pour normalement forcer l'avion à se poser ou à quitter l'espace aérien malais. Ce sont les procédures de base et elles n'ont pas été suivies. Vous pensez que l'armée n'a pas respecté les procédures? Oui. Imran Abdulhamid, ancien amiral en chef de la Marine royale de Malaisie, qui est maintenant membre du parti Justice pour le peuple, acquiesce. Peut-on excuser le chef de l'armée de l'air de ne pas avoir suivi cet avion en temps réel? Absolument pas. S'ils savaient que l'avion passait au-dessus de notre territoire, ils se devaient de réagir. Ils doivent assumer la responsabilité de leur inaction. Le vol 370 peut avoir scintillé sur les écrans radars militaires pendant 40 minutes, soit jusqu'à 2h25. Oui, c'est un grand scandale médiatique ici, parce que cela représente un grand manquement à la sécurité nationale. C'est leur responsabilité et ils doivent répondre de leur inaction. Le chef des forces armées et le chef de l'armée de l'air doivent expliquer leurs gestes. S'ils ne le peuvent pas, ils doivent se retirer et laisser d'autres personnes servir la nation. Je crois sincèrement que rien ne peut expliquer l'affaire du radar.
Le ministre de la Défense et le ministre des Transports l'ont tout simplement ignoré. 41 jours après la disparition du vol 370, lors d'un événement public, le ministre de la Défense fait face à une question brûlante. Peut-il confirmer les rapports stipulant que l'aviation civile ait communiqué aux militaires la disparition du vol 370 en demandant à l'officier en service ce matin-là de le retracer? Monsieur le ministre Hishamuddin, est-il vrai que l'aviation civile ait contacté l'armée de l'air tel que rapporté dès la première heure cette nuit-là? Pardon? L'aviation civile a-t-elle contacté l'armée de l'air dès les premiers instants de la disparition de l'avion, comme l'a rapporté Reuters? Quand? Le 8 à 2 heures du matin, selon l'agence. Non, je ne reviendrai pas là-dessus. Le rapport n'a pas été rectifié et la question demeure. Il le sera. Pouvez-vous le faire aujourd'hui, s'il vous plaît? Non, il sera corrigé par les responsables impliqués. Une semaine plus tard, dans les bureaux du ministère de la Défense, le ministre accepte de répondre aux questions relatives à ce que l'armée a fait et n'a pas fait. Il confirme pour la première fois que l'aviation civile a bien prévenu l'armée de l'air ce matin-là. Est-ce qu'ils ont contacté l'armée? Oui, ils l'ont fait. Quand? Il faudra le demander à l'aviation civile. Et ils vous répondront parce que, après mon expérience des dernières semaines, je ne veux pas me piéger dans des questions de date, de chiffres, de noms et de grades. Même si l'aviation civile a prévenu les militaires très tôt, à 2 heures du matin, en leur demandant de surveiller un vol commercial fantôme, ces derniers ont laissé l'avion disparaître en mer. Le ministre a confirmé que les militaires ont suivi le vol 370 en temps réel, mais qu'inexplicablement celui-ci fut ignoré, puisque considéré comme non hostile par l'officier en service. L'armée a aussi décidé de ne pas envoyer de chasseurs en observation. Pourquoi ne pas avoir envoyé d'avion de chasse puisque vous avez admis plus tôt que vous saviez que l'avion avait disparu? Vous avez eu 4 heures pour réagir. Il ne posait pas de menace. C'était un vol commercial, il provenait de notre espace aérien et nous ne sommes pas en guerre avec qui que ce soit. On envoie des chasseurs. Pourquoi? Pour l'abattre? C'est vous qui le dites, pas moi. Non, je vous le demande. Je ne peux pas répondre à ça. Si vous ne voulez pas l'abattre, pourquoi envoyer des avions de chasse? Pour voir où il va. Vous avez besoin d'un avion de chasse pour voir où il va? Puisque vous parlez de procédure militaire. Si je l'avais fait abattre, vous seriez la première à me reprocher d'avoir descendu un avion commercial avec des passagers de 14 nationalités différentes, dont une majorité de Chinois, et je me retrouverais dans une position bien plus délicate. Pourquoi l'abattre s'il n'est pas une menace? Les Américains l'auraient fait. Si les officiers en service n'avaient pas ignoré cet avion et avaient décidé de donner suite à la situation, le gouvernement aurait évité de commettre une erreur coûteuse en passant une semaine à sonder le mauvais secteur, soit la mer de Chine méridionale. L'aviation civile et certaines agences connexes ont mené une grande opération de recherche et de sauvetage au-dessus d'un vaste secteur de la mer de Chine méridionale. Il faudra une équipe déterminée de spécialistes des satellites déployés partout dans le monde pour faire réaliser au gouvernement malais qu'il fouille au mauvais endroit. Une bonne piste arrive des antipodes, soit de Londres. Une petite équipe de spécialistes y amorce le fastidieux travail d'analyser la seule donnée disponible du vol 370 après la désactivation de ces systèmes de communication. Ils n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une séquence de 14 chiffres, soit le signal entre l'avion et un satellite géostationnaire situé à 35 000 km dans le ciel. Ces données fournissent des informations cruciales. L'avion a continué de voler jusqu'à 8h19 et ne s'est pas abîmé dans la mer de Chine méridionale, comme on le croyait. Nous avons appliqué des principes de base de physique. Nous avons utilisé les données disponibles en les combinant d'une façon différente. Cette information provenait d'une station terrestre utilisée par l'entreprise de technologie satellitaire Inmarsat
est située dans les environs de Perth. Cette station a enregistré des données sur les déplacements du vol 370 avec une série d'impulsions captées après la désactivation du système ACAR de l'avion. Pour une question de procédure, ils ont tout de suite observé les enregistrements de cet aéronef. Ces enregistrements démontrent que même si le système ACAR n'était plus en fonction, le système de communication satellitaire ou SATCOM continuait de fonctionner. Alors que l'avion poursuivait son vol, une fois par heure, le SATCOM tentait de communiquer avec le satellite d'Inmarsat F3, situé dans l'espace au-dessus de l'océan Indien. Ce qui se produit, c'est que notre terminal SATCOM se branche à intervalles réguliers avec le téléport, comme pour se donner une poignée de main. En jargon technique, on parle de garder la communication vivante, de vérifier que les deux appareils sont synchronisés, que les canaux sont disponibles et que la connexion est possible au besoin. L'équipe d'ingénierie d'Inmarsat s'est attaquée aux données constituées de 7 numéros de synchronisation et de 7 numéros de fréquence dans l'espoir de réduire la zone de recherche. Comment ça va? Je crois que nous faisons de grands progrès. On peut voir les 7 arcs de cercle établis après la perte du signal radar et on peut voir que ceux-ci s'étendent vers la partie sud de l'océan Indien. C'était une période de travail assidu, d'analyse détaillée, de vérification et de validation. Il fallait s'assurer que nous comprenions bien les données que nous avions. Les données d'Inmarsat démontrent que le vol 370 a donné 7 poignées de main au satellite 3, ce qui indique que l'avion poursuivait son vol en matinée, soit beaucoup plus longtemps qu'on le croyait et bien loin de la mer de Chine méridionale. Le dernier contact a eu lieu à 8h19. Alors, est-ce que ça prouve que l'avion volait encore à 8h19? Cela prouve que le terminal SATCOM fonctionnait jusqu'à 0019 ou 8h19 pour vous et qu'il était encore en mouvement entre 0011 et 0019. Vous pouvez donc déduire cela. Et il n'y a rien eu après. Aucune donnée après 8h19. À partir de ce moment, non. Il y a eu une tentative de connexion, une main tendue à 0115, je crois, mais sans réponse. 72 heures après la disparition du vol 370, le mardi 11 mars, Inmarsat communique ces données en privé à son distributeur qui les transmet à la Malaisie. Ces données précisent que l'avion a poursuivi sa route direction sud ou nord, plusieurs heures après que le contact avec la terre ferme fut coupé. Malgré ces données, 2 jours plus tard, le jeudi, le ministre Hishammuddin a publiquement rejeté la possibilité que l'avion ait pu continuer de voler après la coupure des communications. Avant de répondre à vos questions, mesdames et messieurs, je voudrais clarifier certaines choses. Premièrement, en ce qui a trait aux éléments rapportés dans la presse, et ici je fais référence aux nouvelles suggérant que l'avion aurait pu continuer de voler un certain temps après la dernière communication transmise. Comme Malaysia Airlines le confirmera bientôt, ces rapports sont inexacts. Il s'agit au mieux d'un problème de communication. Au pire, les données d'Inmarsat ont simplement été ignorées par la Malaisie durant plusieurs jours. Étonnamment, 2 jours s'écouleront encore avant que le gouvernement n'abandonne ses recherches dans la mer de Chine méridionale. La Malaisie a pris plusieurs jours avant de tenir compte des données d'Inmarsat et de changer la zone des recherches. Était-ce un délai acceptable? C'est difficile à dire. C'est difficile parce qu'à travers ce processus, nous avons appris que devant un événement d'une telle ampleur, eh bien, tout le monde a son opinion. Le ministre nous a dit que les données d'Inmarsat devaient être vérifiées avant que le gouvernement n'agisse. Une fois que nous avons pu confirmer, corroborer et vérifier que le vol commercial détecté par le radar militaire était bien le vol 370, nous avons interrompu nos recherches dans la mer de Chine méridionale. Tout cela après avoir suivi toutes sortes de pistes qui nous furent transmises. Des boules de feu dans le ciel, des taches d'huile sur l'eau, des radeaux de sauvetage et même une image satellite chinoise. Absolument. Il y avait beaucoup de choses à vérifier à ce moment. Était-ce un délai raisonnable?
de prendre 3 jours pour confirmer ces données. Est-ce que c'était 3 jours? Je crois que c'est mal de considérer un seul élément et de parler de 3 jours de délai. 2 semaines après la disparition du vol 370, le 24 mars, le premier ministre malais reconnaît publiquement de nouvelles données d'Inmarsat qui démontrent que l'aéronef s'est sûrement abîmé dans le sud de l'océan Indien. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Pour les familles des passagers disparus, l'agonie fait place à la colère. We want they give us the truth. That's what we want. 8 semaines de recherche dans le sud de l'océan Indien, où le vol 370 est censé s'être abîmé à près de 2000 km de la côte ouest de l'Australie, n'ont pas permis de retrouver l'épave. Les piles de la boîte noire de l'appareil sont mortes. Il n'y a plus aucun signal pouvant guider les recherches. Malgré les coûts de l'entreprise, des recherches menées par l'Australie se poursuivent. Nous n'avons encore rien trouvé. Les recherches vont se poursuivre dans des secteurs adjacents et nous espérons l'y découvrir. Je dirais aussi que dans les 8 à 12 mois à venir, nous retrouverons cet avion. Nous découvrirons l'endroit où il repose. Nous savons maintenant que plusieurs autorités ont regardé le vol 370 disparaître. Malgré cette inaction et les fautes commises cette nuit-là par les responsables en poste, personne en Malaisie n'assume la responsabilité pour la perte du vol 370. Disparaître ainsi est assez étrange. S'écraser est plus normal. Vous savez où l'avion s'est écrasé, mais disparaître, non. Quelqu'un doit en assumer la responsabilité. Est-ce le département de l'aviation civile ou Malaysia Airlines elle-même?